On va s'intéresser maintenant à la notion de vecteur du point de vue algébrique. On a vu le point de vue géométrique, la forme polaire notamment en donnant son module ou sa norme et en donnant l'angle polaire ou bien son orientation. La forme polaire n'est pas très pratique pour manipuler des vecteurs, notamment pour faire des additions, des soustractions, etc. On va introduire dans ce chapitre une nouvelle manière de parler de vecteurs, une nouvelle forme de représenter les vecteurs. Donc, avant de parler de vecteurs proprement dit, parlons de la notion d'un repère orthonormé. Donc, on a un plan qu'on appelle qu'on peut dire que c'est R carré. Donc, ce plan, c'est R au carré. Si vous savez que R, l'ensemble des réels, peut être représenté par une ligne, ou une droite, ou un axe. On met 0, et puis vous avez tous les réels, vous pouvez tous les placer dans un axe. Donc, dans un plan, on a ce qu'on appelle, donc c'est R2, en fait. C'est un ensemble de couples XY, appartient à R fois R, qui est égal à R carré. Donc, ce plan-là, ou bien R carré, on le munit d'un repère qu'on appelle orthonormé. Un repère orthonormé veut dire deux axes qui sont perpendiculaires ici. Donc orthogonaux, hein, deux axes orthogonaux, c'est pour ça ortho. Et puis il y a des normes, donc il y a des vecteurs unitaires dans l'axe des x, un vecteur unitaire dans l'axe des y. Souvent, le vecteur, on l'appelle i, on l'appelle j. Si vous vous rappelez de la forme polaire d'un vecteur, on peut écrire i, c'est un vecteur de norme 1 et d'angle 0 degré. Et j, c'est un vecteur toujours de norme 1 et d'angle polaire 90 degrés. Donc ça, c'est un repère orthonormé. Considérons maintenant un vecteur quelconque. On a vu dans la forme polaire, on donnait quoi? On donnait sa longueur, on donnait l'angle qui est formé avec l'axe des x positifs en quelque sorte. Ce qu'on appelle l'angle polaire. Pour écrire la forme cartésienne, la première des choses à faire, on déplace ce vecteur vers l'origine. On le déplace vers l'origine. On a vu que sa position dans l'espace n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est sa norme, sa longueur et son orientation. Voilà, donc on déplace le vecteur. En gros, pour écrire la forme algébrique d'un vecteur, on ramène tous les vecteurs du plan. En fait, l'origine du vecteur ou le début du vecteur va coïncider avec l'origine de notre repère orthonormé. Okay, donc on va ramener le début de vecteur tous à l'origine au point O de coordonnées 0, 0. Alors, une fois qu'on a ramené ce vecteur, comment on va écrire, donc comment on va représenter ce vecteur? À la place de dire il a telle longueur, il a tel angle d'orientation, on pourra juste dire, pas juste repérer tous les vecteurs dont on commence à l'origine du plan, de notre repère. On pourra juste repérer donc l'extrémité, où est-ce que se situe le point extrémité de notre vecteur. Le point extrémité, donc, il a une abscisse x et une ordonnée y. Donc ça, c'est notre vecteur qu'on peut appeler v. Au lieu donc le vecteur v peut être représenté par ces coordonnées qu'on appelle x, donc x et y. On peut l'écrire comme ça, entre deux crochets. En général, on met une virgule ici. Exemple, ici par exemple, 1, 2, 3, admettons c'est 3 ici, 1, admettons on a i, donc 2, 2,5 par exemple. Donc, si on a 3 et 2,5, on pourra écrire, c'est le vecteur 3 et 2,5. Ici, vous voyez qu'il y a une virgule ici, il y a une virgule, ça pose problème. C'est
pour ça que parfois, on peut utiliser séparateur décimal un point comme séparateur décimal. Ou bien on peut ne pas utiliser la virgule ici, on va juste laisser suffisamment d'espace. Ou sinon utiliser le point virgule comme séparateur des deux composantes s'il y a risque de confusion. Moi j'ai une préférence pour l'utilisation de cette notation, virgule pour séparateur des deux composantes et un point pour séparateur décimal. On vient de voir donc tout vecteur de R carré, de R2, tout vecteur, c'est-à-dire du plan, bien du plan, tout vecteur du R carré, ou du plan, peut être représenté par comme ça, par deux composantes, X et Y, qu'on met entre deux crochets. On avait donc dans un plan, un vecteur U du plan de R carré est exprimé sous forme algébrique lorsqu'il est écrit sous la forme U égale entre crochets deux composantes X et Y. X est la composante horizontale, Y est la composante verticale. Un cas particulier, donc les vecteurs des repères orthonormés, particulièrement si je veux écrire I qu'on avait écrit tout à l'heure avec la forme polaire, on a dit c'est 1 degré c'est 0, la norme 1 degré c'est 0. Là on peut écrire la composante X c'est 1, la composante Y c'est 0. Donc ça c'est la forme algébrique du vecteur. Le vecteur J qu'on a dit que c'était de norme 1 d'angle 90 degrés, on voit que c'est le vecteur 0, 1. Donc on peut écrire sous la forme algébrique entre deux crochets les composantes de vecteur J. Maintenant, opération sur les vecteurs. Les opérations sur le vecteur deviennent assez faciles et pas mal intuitives, en tous les cas pour l'addition, soustraction et la multiplication par un scalaire. Considérons donc deux vecteurs du plan, ou de R carré, qui ont les composantes x1, y1 pour U et x2, y2 pour V. Donc, on souhaite calculer la somme, la différence, la multiplication par un scalaire. Donc, ces opérations deviennent très intuitives avec la forme algébrique des vecteurs. Notamment, à titre d'exemple, si on considère U c'est le vecteur 3, 7 et V c'est le vecteur 5, moins 2, ben, U plus V, c'est tout simplement le vecteur 3 plus 5 et 7 plus moins 2. 7 plus moins 2, c'est-à-dire 7 moins 2. Ça donne le vecteur 8 et 5. Vous voyez la facilité, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu en additionnant des vecteurs qui sont donnés sous la forme polaire. Donc, pas mal facile à faire les opérations dans ce cas-là. Si je m'intéresse à U moins V, c'est pareil. Donc, c'est le même principe. Voilà. Donc, on obtient le vecteur moins 2, 9. De façon générale, I plus V, ça va être, on additionne les composantes X des deux vecteurs. On additionne les composantes Y des deux vecteurs, si on a l'addition de deux vecteurs. Pour la soustraction, on fait moins ici, donc je peux mettre, voilà. La multiplication par un scalaire est pas mal aussi intuitive. Multiplier par un scalaire veut dire multiplier par une constante. Exemple, si je fais 3 fois U, vecteur 3 fois U, et bien ça donne 3 fois 3, 3 fois 7. C'est le vecteur donc 9, 21. De façon générale, K fois le vecteur U, alors que U, il a les composantes x1, y1, on obtient kx1 et ky1. En particulier, pour k égale moins 1, on obtient le vecteur moins x1, moins y1. Si le vecteur U, c'est le vecteur x1, y1, bien sûr, exemple ici, par exemple, le vecteur moins b, c'est le vecteur moins 5, 2.
Vecteur moins u, c'est le vecteur moins 3, moins 7. Il arrive qu'on ne donne pas les composants du vecteur W, mais plutôt on donne les points de ses extrémités. On donne son origine et le point extrémité de ce vecteur. Dans ce cas-là, admettons donc considérons le vecteur AB. Le vecteur dont l'origine c'est le point A et l'extrémité c'est le point B. Comment trouver les composants du vecteur AB? Donc le vecteur AB, on peut l'écrire de cette manière. Donc c'est l'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'origine du vecteur, l'ordonnée de l'extrémité moins l'ordonnée de l'origine du vecteur. Ce qui donne le résultat, donc 4, 3. Donc c'est le vecteur 4, 3. Voilà, je viens donc d'expliquer comment trouver les composants d'un vecteur lorsque on donne uniquement les coordonnées de son point d'origine et les coordonnées de son point extrémité. Bien sûr, vous pouvez, à titre d'exercice, calculer le vecteur BA également avec la même méthode. Mais vous pouvez juste remarquer que BA, c'est la même chose que moins AB. Et comme on a déjà calculé AB, donc ça va être le vecteur moins 4, moins 3. Si vous voulez calculer BA. Mais je vous demande de faire à titre d'exercice de calculer BA avec cette méthode, c'est-à-dire en prenant l'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'origine du vecteur, l'ordonnée de l'extrémité moins l'ordonnée de l'origine. Voilà donc la formule générale pour le vecteur V qui est donnée de cette manière. Si vous avez le point AX1, Y1, BX2, Y2, on a le résultat suivant. Exemple, donnons un petit exemple. Prenons le vecteur I-45, V1-1, moins 3U. On a vu, il suffit de multiplier le composant du vecteur par moins 3. Donc égale moins 3 fois le vecteur moins 4, 5. Ça donne 15. U plus V, c'est le vecteur moins 3, 4. Et 2U moins 5V est égal à moins 13 au vecteur de composante moins 13, 15. Parlons maintenant de la conversion d'un vecteur de la forme polaire à la forme algébrique. On se rappelle d'abord que par exemple, prenons un triangle rectangle, celui-là. Cosinus θ, on a dit, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc ça va être x sur la norme de u. Ce qui donne x égale la norme de u cosinus θ. Et sinus y, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Ce qui donne y la norme de u sin θ. Ça dans un triangle rectangle. C'est pareil puisqu'on a dit les vecteurs, on les ramène à l'origine. Donc une fois on a ramené le vecteur à son origine, à l'origine du plan cartésien, de notre plan de R2, une fois on a ramené, si on connaît l'angle θ, l'angle polaire du vecteur et on connaît sa norme, c'est-à-dire on connaît la forme polaire du vecteur, on peut déduire ses composantes, notamment la composante x va être égale à la norme de u fois cosinus de l'angle polaire, et la composante y, ce sera la norme de u fois sinus de θ, sinus de l'angle polaire. Exemple, déterminer la forme algébrique du vecteur W. On peut écrire tout simplement W, c'est 5 cosinus de 30 degrés. Ça, c'est pour la composante Y.
parce que le vecteur est de norme 5, et son angle polaire c'est 30 degrés. Et 5 sinus de 30 degrés. Voilà donc la forme algébrique du vecteur W. Donc ça c'est la valeur exacte, en fait, 5 racine de 3 sur 2 et 5 sur 2. On peut écrire une valeur approchée au cas de besoin, notamment en calculant 5 racines de 3 c'est égal à quoi. Mais on peut laisser comme ça pour avoir la forme exacte, forme algébrique exacte du vecteur W. Maintenant, pour faire des opérations, comme on a vu au chapitre précédent, des additions, des soustractions de vecteurs, lorsqu'ils sont donnés sous la forme polaire, on a vu que c'était pas facile de travailler avec des angles, des lois de sin et de cosinus. Donc, le plus facile serait de convertir d'abord les vecteurs sous la forme algébrique, ensuite faire les opérations sous la forme algébrique pour trouver le vecteur résultat. Exemple, 8.3. Dans l'exemple 8.3, on a le vecteur U. Voilà, donc on nous demande en fait de calculer le vecteur 2 racine 3U moins 5V. Sachant que le vecteur U est donné sous la forme polaire, et le vecteur V, c'est le vecteur AB, où on connaît les coordonnées du point origine du vecteur et le point extrémité du vecteur. Donc on vient de trouver, de convertir la forme polaire en forme cartésienne, en forme algébrique du vecteur. Ensuite, on a trouvé les composants du vecteur V, connaissant son origine et son extrémité. Calculons maintenant le vecteur 2 racine 3 U moins 5 V. Voilà, une fois on a fait la conversion en coordonnées algébriques, on peut faire les opérations, donc 2 racine de 3 fois le vecteur U, moins 5 fois V, et sommer donc les deux résultats. Et bien sûr, le résultat donc sera donné sous la forme algébrique ou sous la forme cartésienne. Mais si on a besoin de convertir en forme polaire, donc on doit savoir comment faire, comment partir de la forme algébrique d'un vecteur à la forme polaire. C'est l'objectif de la section suivante. On sait que la forme polaire consiste à donner la norme du vecteur et son angle polaire, ou bien son orientation. Si vous avez le vecteur qui a des composantes x, y, son norme, sa longueur, c'est racine de x carré plus y carré. Ça, c'est Pythagore directement. On a le vecteur U ici. L'angle polaire, il est là, θ. On fait la projection sur l'axe des x, sur l'axe des y. On a un angle droit, ce qui donne par Pythagore x carré plus y carré égale la norme U au carré. C'est-à-dire que la norme de U, c'est racine de x2 plus y de l'autre. La norme d'un vecteur, on peut la retrouver assez facilement. Il reste à trouver l'angle polaire. L'angle, on peut passer par la tangente, mais il faut faire attention parce que l'angle polaire est une quantité entre 0 et 360 degrés, alors que tangente, en passant par tangente, on va utiliser arc tangente. Arc tangente donne des angles entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc on devrait après s'arranger pour trouver le vrai angle polaire. Donc ici, en particulier, tangente θ par définition, c'est y sur x. C'est l'opposé sur l'adjacent. Okay? Donc à partir de là, nous pouvons déterminer cet angle θ qui ne correspond pas à l'angle polaire. Donc θ ici, c'est juste arc tangente. Arc tangente y sur x. Mais il faut faire la précaution, suivante. Admettons donc, on a un angle comme ça, un vecteur V orienté de cette manière. Dans le triangle, si on s'intéresse à x sur y, à tangente en fait, à tangente θ ici, on va l'appeler θ, ça sera cette longueur en fait, sur tangente, donc c'est l'opposé sur l'adjacent.
Pardon, donc c'est l'opposé. Sa distance est y, oui, sur l'adjacent, c'est x. Si on est par exemple dans ce cadran, dans le troisième cadran, le sinus et cos sont négatifs, donc la composante x est négative, y est négative. Les deux composantes sont négatives. Tangente θ égale, va être supérieur à 0, parce que tangente c'est sinus sur cosinus. En tous les cas, si je souhaite trouver l'angle ici, si j'applique l'arc tangente, ça va nous donner un angle entre 0 et pi sur 2. Et on voit bien que donc l'arc tangente, il va nous donner finalement que cet angle. Il ne va pas nous donner l'angle polaire. Nous, on sait que l'angle polaire, c'est tout ça. Donc, en gros, on peut toujours appliquer la formule tangente θ égale y sur x. Donc θ, c'est arc tangente y sur x. Mais θ, c'est pas l'angle polaire, c'est juste l'angle qui sépare le vecteur de l'axe des x. Pour trouver l'angle polaire, on doit savoir est-ce qu'on est dans le premier cadran, dans le deuxième cadran, ou dans le troisième, ou dans le quatrième cadran. Pour savoir dans quel cadran on se situe, on regarde les composants du vecteur. Par exemple, je prends le vecteur de 3. Les deux composantes sont positives. On veut dire que je suis dans le premier cadran. Si je vois que la composante y est négative, mais la composante x est positive, par exemple ici, je suis dans le quatrième cadran. Dans le deuxième cadran, la composante y est positive, mais la composante x est négative, exemple moins 5, 8. Je suis dans le troisième cadran. Si les deux composantes sont négatives, exemple le vecteur moins 11, moins 17, les deux composantes sont négatives, je suis dans le quatrième cadran. Donc le signe des composants du vecteur nous permet de savoir dans quel cadran on se situe. Une fois on sait dans quel cadran on se situe, on va utiliser l'arc tangent de y sur x. Y sur x étant les composantes du vecteur v. On va utiliser donc arc tangent y sur x, auquel on devrait ajouter probablement certains angles selon qu'on se situe dans le premier, deuxième, troisième ou quatrième cadran. Donc, premièrement, si on est dans le premier cadran, on voit qu'on n'ajoute rien du tout. Premier cadran, si on était là, θ elle est là, ça va être donné par arc tangente y sur x, on n'ajoute rien du tout. On a trouvé l'angle polaire, ça correspond à l'angle polaire. Si on est dans le troisième cadran, tel que je l'ai expliqué tout à l'heure, on doit ajouter 180 degrés. Si on est là, on doit ajouter 180 degrés. Si on est dans le deuxième cadran, l'arc tangente va nous donner un angle négatif. Il va nous donner cet angle. Donc on doit ajouter également 180 degrés pour trouver l'angle polaire. Et si je vois qu'on est dans le quatrième cadran, j'ajoute 360 degrés. Si je suis dans le quatrième cadran, le vecteur il est là. Donc, arc tangente va nous donner ce vecteur négatif, cet angle négatif. Je dois lui ajouter un tour, 360, pour me retrouver avec cet angle. C'est celui-là qui est l'angle polaire. C'est ça qui est expliqué ici. Donc, on vient de voir que tangente y sur x, donc θ c'est arc tangente y sur x, directement. Ça correspond à cet angle. En même temps, ça correspond à l'angle polaire dans ce cas-là. Ici, donc, on est dans le vecteur et dans le premier cadran, c'est-à-dire les deux composantes du vecteur sont toutes les deux positives. Ça, c'est le premier cadran. Si on est dans le deuxième cadran, arc tangente de y sur x, ici, une des composantes va être positive, l'autre négative. Donc, arc tangente va nous donner un angle négatif entre moins pi sur 2 et pi sur 2. C'est ça qu'il va nous donner. On devrait donc lui ajouter 180 degrés pour pouvoir trouver l'angle polaire, parce que arc tangente va nous donner cet angle. Et nous, on s'intéresse à cet angle. Donc, arc tangente y sur x plus 180 degrés.
ou bien plus pi si on est en radian. Donc pour répondre correctement aux notes de cours, donc ici on est supposé juste dire que c'est arc tangente YX, puisqu'ici ça ne fournit pas évidemment la bonne orientation. Parce que arc tangente, ça nous donne un angle négatif. Il faut ajouter 180 degrés. C'est expliqué donc cette conversion. Premier cadran, c'est directement arc tangente Y sur X. X et Y, ce sont les composantes du vecteur qui nous intéresse. Deuxième cadran, j'ajoute 180 degrés à arc tangente Y sur X. Troisième cadran, j'ajoute aussi 180 degrés. Et quatrième cadran, j'ajoute 360 degrés. Donc ça, en supposant qu'on travaille en degrés. Sinon, bien sûr, il faut ajouter pi, pi et 2pi si on est dans le quatrième cadran. Voilà, donc, on avait vu comment trouver la norme du vecteur, on avait trouvé comment trouver l'angle polaire avec arc tangente. C'est-à-dire qu'on sait finalement comment passer de la forme cartésienne, ou la forme algébrique, à la forme polaire d'un vecteur. Faisons l'exemple 8.4. On connaît les composants du vecteur U. Pour trouver la forme polaire, il faut trouver deux choses. Sa norme, on a la norme U, on sait c'est racine de la composante x au carré plus la composante y au carré, donc moins 8 au carré plus moins 6 au carré. Et l'angle polaire, donc on peut écrire ici θ, angle polaire, c'est arc tangente, on peut écrire directement, c'est arc tangente y sur x, y c'est moins 6 sur moins 8, plus quelque chose, peut-être plus quelque chose ou non. Selon dans quel cadran on se situe, on voit que les deux composantes sont négatives, toutes les deux. Ça veut dire qu'on est dans le troisième cadran. Dans le troisième cadran, on ajoute 180 degrés. Et là, on obtient vraiment l'angle polaire. On a trouvé sa norme, on a trouvé son angle polaire. On peut écrire U, c'est égal à 10, 216,87 degrés. Faisons le deuxième exemple. La norme V, c'est 3, directement, puisqu'en fait, il y a une composante qui est nulle, donc le vecteur est directement, il se situe finalement sur l'axe des Y. Donc sa norme, c'est directement la valeur absolue de sa composante, puisqu'il y a une composante qui est nulle. C'est la composante X qui est nulle. Ensuite, l'angle, ici, c'est un bon numéro ça, en fait. C'est que la composante est nulle. On ne peut pas faire arc tangente Y sur X. X doit être différent de 0. Donc, dans l'exemple précédent, quand on a donné arc tangente Y X, je ne sais pas si c'est mentionné, mais X doit être différent de 0. Donc, on va le mentionner ici. X doit être non nul. Effectivement. Et si X est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire on est sur l'axe des Y. Alors, l'angle, si Y est positif, ça va être pi sur 2 au 90 degrés. Si Y est négatif, ça va être donc 180 plus 90 degrés. C'est-à-dire 270 degrés. Voilà, c'est un bon numéro ça. Donc directement ici, il n'y a pas d'arc tangente. Dans ce cas-là, lorsque x est égal à 0, la composante x est nulle, il n'y a pas d'arc tangente. Mais on sait directement, la composante x est nulle, le vecteur il est sur l'axe des y, sa composante elle est négative, donc le vecteur il est comme ça. Ça veut dire que son angle, c'est 180 plus 90. 180 plus 90 degrés, ça donne 270 degrés.
Donc θ, on peut écrire directement égal à 270 degrés. Voilà, donc l'angle c'est 270 degrés. Donc finalement, il y a une exception où on n'applique pas arc tangente, c'est lorsque x est nul. Notamment lorsque l'angle polaire c'est pi sur 2, c'est-à-dire 90 degrés, ou bien 3 pi sur 2, c'est-à-dire 270 degrés. On peut écrire donc ici le vecteur v, désigné par sa norme 9, et son angle 270 degrés.